Ce matin, nous avons parlé stratégie digitale avec Blandine, ubérisation de l'agriculture avec Marion. Nous avons lâché prise avec Angélique. Nous avons goûté à la saveur client avec Christophe. Vous avez réfléchi au métier de demain. Tout un programme. Et c'est le moment, maintenant, de vous connecter à vos autres cerveaux, paraît-il. Et c'est Christophe Bourgeois. Alors, on dit tout. On dit Bourgois parce qu'il n'y a pas de E après le G. Voilà, les pauvres, depuis l'école, déjà. c'est comme ça. Ça, c'est fait. Je me disais qu'il fallait pas que je fasse de gaffe, ça y est, elle est faite. Ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps. Donc, Bourgois Constantini, comme ça je dis tout. Alors, Christophe, il est coach corrélateur. Donc, il va nous expliquer ce que c'est, peut-être. Conférencier, écrivain et jazzman. Et puis, je crois qu'il est aussi un excellent faiseur de liens parce qu'il y a plein d'entre vous qui m'ont parlé de lui. Voilà, donc tu n'es pas depuis longtemps avec nous, depuis hier soir, mais j'ai l'impression que tu les connais depuis... oui, je me sens bien, j'étais bien reçu, j'étais très bien reçu. Tu les connais depuis longtemps. Bon, merci à toi d'être là, et la parole est pour toi maintenant. Bon, j'irai pas par 4 chemins. Vous n'êtes pas des gens intelligents. Alors d'habitude, je me prends plein de trucs dans la gueule. Mais non, vous n'êtes pas des gens intelligents parce que vous êtes 10 fois intelligents. C'est plutôt une bonne nouvelle, non ? 10 fois intelligents. Alors si on parle d'intelligence, ensemble, si on essaye de trouver une définition ensemble, on y est dans 1 mois. Donc ce qui m'a intéressé, c'était de comprendre les progrès de l'imagerie médicale et qu'est-ce qu'on avait exactement dans le cerveau, comment il fonctionnait. Paradoxalement, quand j'ai appelé le CNRS ou des chercheurs en France avant d'écrire ce livre, c'était bien évidemment extrêmement difficile de les joindre, alors qu'aux États-Unis, j'ai eu un accès direct avec des gens formidables comme Antonio Damasio, qui est un des plus gros neurochirurgiens du monde, qui a écrit un livre remarquable que je vous conseille, qui s'appelle L'erreur de Descartes, où il explique que l'émotion précède la raison. En d'autres termes, le cerveau limbique précède le néocortex. Vous avez des gens comme Goldman, qui ont écrit un livre sur le quotient émotionnel, que j'ai rencontré également. Mais le pape de tout ça, c'est Howard Gardner. Howard Gardner, il est prof à Harvard. Il écrit dans les années 80 un livre absolument magistral qui s'appelle Frames of Mind, qui explique que nous venons toutes et tous au monde avec 10 intelligences localisées dans le cerveau. Il en avait eu l'intuition, parce que je vais vous raconter une anecdote complètement dingue. Fin du 19e, en construisant la voie de chemin de fer aux États-Unis, il y a un ingénieur, qui s'appelle Phyllis Gage, qui met une baramine. La baramine, il calcule mal la charge, elle explose. La barre, elle rentre là, elle lui traverse le cortex préfrontal. Donc le type est un peu sonné, on le saurait à moins. Il se réveille une dizaine d'heures après, et il a des facultés intellectuelles. Il est juste, paraît-il, ça m'a fait marrer, il est irascible. Bon, on peut le comprendre, après une barre qui va traverser le crâne comme ça. Et tout ça reste un petit peu dans l'obscurité aux États-Unis, et puis des chercheurs commencent à se dire, mais après tout, s'il avait d'autres facultés intellectuelles, est-ce qu'il n'y aurait pas des zones localisées ou localisables dans le cerveau ? Et là, l'imagerie médicale arrive, et ce qu'il y a de formidable, c'est qu'en fait, on met en évidence, alors ce ne sont pas des zones précises, mais on peut mettre en évidence ces 10 intelligences dans le cerveau. Et moi, je trouve que c'est une sacrée bonne nouvelle de se dire que vous, vos proches, vos enfants, viennent au monde
avec 10 intelligences logées dans le cerveau. Mais, parce qu'il y a un mais, principalement en Occident, on nous l'a fait oublier. On vous l'a fait oublier que vous étiez multi-intelligent. Alors les raisons, elles sont multiples. J'en ai sélectionné que quelques-unes qui m'ont parlé. D'abord, la France est un pays agricole, donc il fallait compter les grains, il fallait prévoir. En France, on est vraiment dans cette logique que gouverner, c'est prévoir. Il y a la questure qui prend de plus en plus d'importance. Il y a Descartes qui nous fait un mal de dingue. Parce que Descartes, lui, il arrive et il dit, de toute manière, moi, je suis né avec les mathématiques. C'est la seule intelligence avec laquelle on vient au monde. Donc, hop, je te rajoute une couche là-dessus. Mais celui qui nous fait un mal de dingue, c'est Alfred Binet, 1905. Parce que le gouvernement dit à Alfred, il faut trouver un moyen de classer les gens en fonction de leur intelligence. Et qu'est-ce qu'il fait Alfred Binet? Il invente le quotient intellectuel. C'est-à-dire qu'il vous mesure chacun d'entre vous en 1h30 et il vous dit si vous êtes intelligent ou pas. C'est-à-dire que pour Alfred Binet, il y a de 0 à 80 les gros ringards, hein. De 80 à 130, il y a des types moyennement intelligents comme moi, et de 130 à 160, il y a vous. Sharon Stone étant à 160. C'est un non-sens absolu. C'est-à-dire que depuis l'école, il y a cette prédominance d'une seule intelligence qui est l'intelligence logico-mathématique. Et on n'y échappe pas. On n'y échappe toujours pas. C'est les mecs qui ont fait Polytechnique qui partent à Wall Street dans les années 80. C'est le culte de la performance. C'est le big data. C'est le cloud. C'est l'intelligence artificielle. Que sais-je encore? Le corps perd. On dépose notre cerveau sur un ordinateur. On ne se souvient même plus de nos numéros de téléphone. Et c'est pour ça que ça va mal dans les boîtes. Ça va mal parce qu'on est aspiré par le culte de la performance. Il faut faire du chiffre, il faut faire de la marge, il faut faire de la rentabilité. Si vous saviez le nombre de gens que je coach qui sont en burn-out, en bore-out, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus parce que cette logique mathématique, elle les aspire et elle finit jamais. Ce qui est le propre d'ailleurs de l'équation mathématique. Ça ne finit jamais. Et bien évidemment, derrière tout ça, on en reparlera, il y a la peur de la mort. On pense qu'on va finir dans un cloud transhumaniste et qu'on va être éternel. Alors qu'encore une fois, vous êtes beaucoup plus intelligent, 10 fois plus intelligent que vous l'imaginez. Alors je vais vous donner 3 exemples avant de vous parler de ces intelligences multiples. Le premier exemple, c'est Rafa. Raphaël Nadal, ça vous parle, il a une intelligence kinesthésique, elle est dans le cerveau. C'était un droitier, on l'a contrarié, il joue en gaucher, mais ça vous parle, on voit qu'il a un physique, vous voyez ce que c'est, donc il a vraiment cette intelligence kinesthésique. Mais ce qu'il y a de formidable chez Rafa, en fait, c'est que quand on parle avec lui, il a une intelligence relationnelle absolument incroyable. Moi, il me reçoit la veille de sa décima, on passe 2 heures ensemble, après, je m'invite à Manacor pour qu'on continue l'échange, il était pareil avec les journalistes, c'est ce qu'on appelle un bon client, Rafa. Il adore l'intelligence relationnelle. C'est incroyable, elle est logée dans le cerveau également. Et puis Rafa, il a autre chose. C'est qu'il dit, moi Christophe, tu sais, je ne sais pas de parler anglais comme pour répondre aux journalistes. Moi, ça m'intéresse de comprendre d'où vient l'anglais. Les racines, Shakespeare. Donc je vais à fond de mon intelligence verbo-linguistique. Il y va à fond, Raphaël. Et puis il a une autre intelligence qu'il cultive. C'est l'intelligence naturaliste. Il adore faire de la plongée sous-marine, il adore aller voir en dessous ce qui se passe, etc. Comprendre la vie, comprendre le biosystème, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a de magnifique chez Rafa? Comme vous pouvez le voir, très technique, c'est l'élément le plus technique de ma présentation. C'est que quand je l'interroge et je lui dis « Bon, Raphaël, vous regardez la balle ?» Il dit « Ah ben non, Christophe. » Je dis « Comment ça, vous ne regardez pas la balle? 16 ou 17 grands chelems. »« Ah non, je ne la regarde pas. » »« Mais qu'est-ce que vous faites alors ?» Il dit, mais moi, je me concentre sur le son que fait la balle. Le rythme et le son que font la balle. Je dis, mais c'est incroyable, ça. Depuis quand? C'est Tony Nadal qui m'a dit ça depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Et je dis, mais ça veut dire que
Quand vous faites appel à un sens continu, là je ne vous vois plus, mais je vous entends toujours. Quand vous portez votre expertise sur un sens continu, c'est beaucoup plus fort que de la porter sur un sens discontinu comme le regard. C'est très français le regard, les jardins à la française, etc., etc. Mais notre premier sens avec lequel on est venu au monde, c'était l'oreille, l'ouïe, le rythme, le son. Je vous en reparlerai. C'est-à-dire que Rafa, quand il tape la balle, non seulement il la centre parfaitement, parce qu'il fait appel à un cerveau incroyable, mais il sent aussi les pas de l'autre qui montent au filet pour les passing shots. Et quand je dis à Rafa, mais est-ce que tu sais d'où ça vient? Il me dit non, je sais que Tony, depuis que j'ai l'âge de 5 ans, me dit ça. Donc on fouille, on se revoit. Et le grand-père de Rafa était violoniste. Parce que, je vous en parlerai après, ces intelligences, elles passent dans les familles. Et quelque part, Tony Nadal a intuité que le fait que son père eût été violoniste, ça aurait une influence sur le sens du rythme et de la musique de Rafa. Et de fait, c'est le champion qu'on connaît, parce que avant tout, il met son expertise sur un sens et une intelligence très éloignés de celle qu'on pourrait lui prêter. Deuxième cas. Imaginons qu'elle s'appelle Fabienne. Fabienne, elle a 50 ans, 3 gosses, des ados, un mari plutôt sympa, mais bon, ok, on est aux noces de je sais pas quoi, donc voilà. Ils ont un emprunt sur une baraque, et le problème de Fabienne, c'est qu'elle s'est fait virer de chez Sanofi, alors qu'elle était directrice des achats. Donc elle avait une intelligence logico-mathématique, mais elle se fait virer. 3 ans qu'elle cherche du boulot en envoyant les mêmes CV, en voulant être acheteuse dans un labo pharmaceutique. Et puis bien évidemment, les portes se ferment. Donc elle m'appelle, elle me dit, voilà, je voudrais être coachée. Et la première question que je lui pose à Fabienne, et je vous la pose d'ailleurs, je donnerai la réponse, je lui dis, mais Fabienne, c'est qui pour vous la personne la plus importante au monde? Posez-vous cette question, c'est qui pour chacun d'entre vous la personne la plus importante au monde? Donc Fabienne, elle arrive chez moi, je vis dans un endroit atypique dans Paris, et je vois son œil qui s'éclaire, parce qu'en fait, moi j'ai pété des cloisons, j'ai mis des poutres à la Eiffel, etc. Elle me dit, waouh, mais vous avez cassé là, vous avez fait ci, vous avez fait ça, on se connaissait même pas. Ah, mais vous avez une toile de machin, etc. Et je lui dis, mais allez, continuez Fabienne, allez-y. D'où ça vient cette intelligence visuelle spatiale qui est logée dans le cerveau? Elle n'en savait rien. Donc on cultive. Et, au fur des séances, elle dit, ah oui, quand j'étais enfant, mais j'adorais dessiner. Mais c'est vrai que je me repérais facilement dans les forêts. Mais c'est vrai que j'adorais l'architecture. Une intelligence logée dans le cerveau qu'elle avait totalement oubliée, puisqu'elle était aspirée par les chiffres. Et on travaille là-dessus. Et puis, on arrive sur l'intelligence relationnelle. Parce que, ayant débloqué quelque chose, là, le cerveau, il y va. Wow! Et elle dit, mais oui, j'étais aussi la meilleure copine, j'étais chef de classe, mais j'ai totalement oublié ça. Et on engramme, on fait travailler là-dessus. Et bien évidemment, on arrive à sa propre intelligence. Qui suis-je? Quelle est la personne la plus importante au monde? Pardonnez-moi. Pour chacun d'entre vous, c'est chacun d'entre vous. Et quand je dis à Fabienne, c'est qui pour toi, Fabienne, la personne la plus importante au monde? Elle me dit, c'est moi, Christophe. Je dis, ok, tu peux y aller. T'es prête sur le chemin. Bilan, elle a envoyé un CV chez Barnes et elle vend des appartements atypiques et elle s'éclate. Parce qu'elle a été chercher un driver de l'enfance, je vous en reparlerai. Dernier exemple, je vous avais dit qu'il y avait plein d'effets spéciaux. C'est Mélina Robert-Michon. C'est pas elle qui m'a cassé le pied, c'est... Mélina Robert-Michon, à 2 ans des Jeux Olympiques de Rio, donc pour ceux qui ne savent pas, elle lance le disque. Elle est 15e mondiale. Aucune chance de médaille. Mais lui arrive un truc formidable, c'est qu'elle tombe enceinte. Donc là, elle prend le temps. Donc là, elle est avec son bébé, elle m'explique, à côté de Lyon, elle vit dans une ferme. Et puis... on passe sur son intelligence. Elle a 3-4 intelligences formidables, je vous les passe en vitesse là. La naturaliste, elle a été élevée dans une ferme. La relationnelle, la kinesthésique, bien évidemment.
Mais il y a une intelligence qui m'intéresse chez elle, c'est la logique mathématique, justement. Parce qu'elle me dit, Christophe, moi, en fait, pendant que je foutais rien avec mon bébé, j'essayais de comprendre pourquoi j'étais 15e mondial. Et il y avait eu une étude en Allemagne de l'Est, ex-Allemagne de l'Est, ils sont férus d'athlétisme, sur comment est-ce qu'on lance le disque. Il y avait 4 critères. Le premier critère, ne me le demandez pas, je l'ai oublié, elle était 2e mondiale. Le deuxième critère, elle était 1re mondiale. Le 3e critère, elle était 5e mondiale. Le 4e critère, elle était 25e mondiale. C'est quoi ce critère? C'est l'angle d'attaque du disque dans l'espace. La courbe, l'équation mathématique, les frottements. Donc elle dit à son mari, chérie, je vais me mettre à bosser ça. Et tout le monde lui dit, mais sous-entendu, tu peux pas, puisque tu es une sportive, sous-entendu, tu peux pas piger les maths, avec notre cartésianisme. Mais elle s'y met, Mélina, elle s'y met, parce qu'elle est enceinte, elle a le temps. Et elle comprend les équations, et elle essaye avec un 33 tours, puis avec des assiettes, etc. Elle comprend qu'elle doit complètement retravailler son geste. Elle appelle ses coachs, elle dit, on reprend tout à zéro. 1 an après, elle était médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio, à l'étonnement général, et 2 ans après, médaille de bronze aux Championnats du monde. C'est-à-dire ces 3 personnalités dont je vous ai parlé ont construit leur succès sur une intelligence et une aptitude très éloignées de leur cœur de métier, de ce qu'ils pensaient. Et le pire, l'étonnant, c'est que c'était totalement inconscient. Parce que Séraphin me dit, ah mais oui, mais bon sang, c'est bien sûr. Fabienne m'a dit, mais oui, mais c'est vrai. Et même chose pour Mélina. Quelles sont ces 10 intelligences? La première, c'est l'intelligence donc logico-mathématique, celle où vous êtes hyper fort. Et je suis très impressionné d'être devant vous, donc cette faculté des maths, des chiffres, etc. Mais c'est aussi celle que vous avez quand vous faites la cuisine, pour mesurer. C'est celle que vous avez pour faire une règle de 3. C'est celle que vous avez pour vérifier combien il vous reste d'essence, ou pour calculer un budget. Donc cette intelligence est logée dans le cerveau, mais on l'a sacralisée, cette intelligence-là. Alors je vais vous prendre un exemple, puisqu'on est dans le pays du rugby. J'ai interviewé dans le livre Fabien Galtier, et Fabien me dit, écoute, à un moment donné, j'avais un grand problème avec un ouvreur qui s'appelle Trinduc. J'ai un grand problème parce que ses coups de pied passaient pas. Et comme il n'y a pas de hasard dans la vie, Fabien Galtier, il va golfer. Et en golfant, il rencontre quelqu'un de l'aérospatiale. Et il explique le problème de Trinduc. Et le mec de l'aérospatiale lui dit, mais envoie-le-moi, je vais lui expliquer les trajectoires. Trinduc se pointe, l'autre lui explique les trajectoires. Le coefficient de pénétration de la balle dans l'air, etc., etc. Et Trinduc fait des bonds en avant incroyables en termes de statistiques. Fabrice Santoro, que j'ai interviewé aussi dans le livre, fait la même chose. Il est plus petit, il est agile, mais il est moins fort que les costauds de l'époque. Il a appuyé toute son expertise sur les statistiques. Il se dit, si je fais un passing là, j'ai tant de chances de le mettre, et de l'autre côté, etc., etc. Donc cette intelligence logico-mathématique, vous l'avez, on vient à la naissance avec, elle est un peu trop polluante, mais elle est bien évidemment nécessaire dans certains cas. La deuxième intelligence, c'est la kinesthésique. Alors je l'aime beaucoup, celle-là. Pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que si on réfléchit un peu à ce qu'est en train de devenir le monde, du temps des Grecs, des penseurs grecs, avant qu'ils nous emmerdent sur l'Europe, c'était anima sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Pas au-dessus, qui se balade là. Descartes arrive, vous avez compris que je l'aime pas beaucoup. Il dit cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Premier étage de la fusée. Et là, ce que ce magnifique philosophe Michel Serres explique, on est dans l'exo-darwinisme, ce que je vous disais tout à l'heure. On a déposé notre cerveau sur l'ordinateur. On a quitté notre corps. On ne fait plus confiance aux sensations qu'on a là, au côté tripal qu'on a là, à notre ancrage. L'intelligence kinesthésique, c'est l'intelligence que vous aviez enfant quand vous faisiez des maquettes. C'est l'intelligence du chirurgien, c'est l'intelligence bien sûr du cuisinier, du sportif. Mais redescendez dans votre corps.
Redescendez dans votre corps. Et pour ça, il faut engrammer les choses. Alors, c'est quoi engrammer? C'est un terme dont je vous ai beaucoup parlé jusqu'à présent. Et là aussi, c'est quelque chose que Nadal me confie. Et j'étais très étonné qu'en France, on n'en parle pas. Vous aviez deux génies avant, qui s'appelaient Lee Strasberg et Stanislavski, deux juifs polonais, qui ont inventé, qui sont pratiquement les précurseurs de l'actor studio. Donc, ils avaient une école de théâtre en Pologne, et ils disaient à leurs élèves, tu joues pas, tu es le jeu. Donc, par exemple, quand il fallait assassiner quelqu'un, c'était « Explique-moi ce que tu ressens, là. Quel tendon? Allez, vas-y, dis-moi. » C'est pour ça que des acteurs comme Daniel Day-Lewis ou d'autres mettent 3 ans à quitter leur carapace. Ils sont le jeu. Ils ont engrammé le rôle. C'est-à-dire qu'ils l'ont ressenti au travers du moindre tendon, du moindre muscle, de la moindre chose intime de leur personnage. Lee Strasberg et Stanislavski ont dû quitter les programmes, se sont installés donc à Los Angeles, et c'est la naissance de l'acteur studio. Alors pourquoi je vous raconte ça avec Nadal? Parce que Rafa, à un moment donné, il se met devant un miroir, et Tony Nadal lui dit « Qu'est-ce que tu ressens là, Rafa ?» Et là, et là, et là, et là, et de plus en plus vite. Décris-moi chaque muscle, chaque tendon, etc. Ce que tu ressens dans le souffle, là, ce que tu ressens dans ton bassin, partout. Ce qui fait que le coup droit de Nadal, il est engrammé. Quand il est engrammé, ça veut dire qu'il est une balle de match contre lui ou pour lui. Il n'y a plus l'intervention du fameux mental dont parlent les journalistes. Comme le dit le philosophe Bergson, c'est comme chez l'animal, entre l'intention et l'action, rien ne s'interpose. C'est devenu un réflexe. Il n'y pense plus, c'est engrammé. Et quand vous lisez la presse sur les sportifs ou sur les entrepreneurs ou même des gens comme vous, « Ah, il n'a pas le mental, machin, il n'a pas le mental, il n'a pas le mental. » Mais c'est n'importe quoi. Comme s'il y avait d'un côté le mental et le physique. Donc quand on joue au foot, c'est 11 mecs physiques, 11 mecs mentaux, contre 11 mecs physiques, 11 mecs mentaux. Mais c'est n'importe quoi. Le corps a des cerveaux. On commence à comprendre qu'il y a des cerveaux dans l'estomac. Des milliers de neurotransmetteurs dont on ne connaît pas les interactions. Le corps commande en interaction avec le mental, avec la tête. Mais tout est lié. Et quand vous entendez en coaching des gens vous dire « il faut être ancré, il faut être dans l'axe tête-cœur-corps », mais c'est exactement ça. Il faut que je sois axé, quoi. Et pour ça, je ne peux pas rester dans le mental. Et si vous voyez le nombre de gens que je vois passer chez moi pour coacher, dont la voix est bloquée là, parce que l'enfance, parce que les peurs de l'enfance, parce que les peurs de l'école. Et tout le travail, c'est de faire ressentir ça. Et je finirai là-dessus sur l'intelligence du corps, encore une fois sur engrammer. Le processus d'évolution, c'est de ne retenir que les mauvaises nouvelles. Donc il faut faire un effort surhumain pour retenir les bonnes nouvelles. Les petites gorgées de bière. Pensez à ça. Chaque fois que c'est un truc qui vous arrive de positif, j'engramme. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. Et c'est un travail au quotidien pour déprogrammer le cerveau. La troisième intelligence, je me fais un peu de pub, mais c'est l'intelligence verbo-linguistique. Pourquoi je me fais un peu de pub avant de parler d'un sujet beaucoup plus intéressant là-dessus? C'est parce que moi j'ai eu 6 au bac en philo, 4 en français à l'écrit, 6 à l'oral. Et à l'âge de 48 ans, j'ai écrit un polar qui a eu le prix de Beaune. Je ne suis pas un génie. C'est que l'intelligence verbo-linguistique, elle était dans une partie de mon crâne, mais je n'avais pas été la chercher. Qu'est-ce que vous attendez pour aller la chercher? Qui vous dit que vous n'êtes pas bon en littérature? Qui vous dit que vous n'êtes pas bon en écrit? Qui vous dit que c'est uniquement réservé à une élite? N'importe qui peut écrire. Alors, prenons plutôt quelqu'un d'illustre, comme Steve Jobs. Pourquoi je vous parle de Steve Jobs et de l'intelligence verbo-linguistique? Mais parce que Steve Jobs, quand il est dans son garage avec Wozniak, il sèche ses cours et il est passionné de calligraphie, il est passionné de langue, il est passionné de Bob Dylan dans le texte. Ça lui parle, il en veut, il veut comprendre. Il fait le tour du monde, il va en Inde, il va partout pour comprendre. Et il aime tellement ça que, alors qu'il y a l'énorme IBM à côté, il dit à Wozniak, on va être les premiers à mettre 17 typos dans notre premier Macintosh.
Et c'est grâce à l'intelligence verbo-linguistique de Steve Jobs que le premier Macintosh va exploser les compteurs. Je pourrais vous donner un autre exemple avec son intelligence rythmo-musicale dont on va parler. Mais restons sur Bob Dylan et Beethoven. Steve Jobs, il aime tellement la musique, il aime tellement l'entendre dans sa pureté, que quand ces ingénieurs arrivent en disant « Tiens, on a inventé un truc genre MP3, machin », il dit « Vous dégagez, je vous donne 50 millions de dollars, mais vous me trouvez un truc qui top, quoi. Je veux un son parfait. » Et ça donnera naissance à iTunes, qui est la vache à lait, maintenant, d'Apple. L'intelligence spatiale, visuelle, on en a parlé, c'est celle des navigateurs, celle des explorateurs, celle des cuisiniers, celle des architectes, celle des designers, celle des concepteurs, des artistes. Celle de ceux qui savaient se repérer enfants facilement mais qui l'ont oublié. Celle de ceux qui, lorsqu'ils rentrent dans un espace comme Fabienne, ont compris que là, ils ont pété là, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Levez la main, ceux qui pensent l'avoir. Très bien, très bien, très bien, très bien. Les autres, vous l'avez? Vous êtes venus au monde avec? Qu'est-ce que vous attendez pour aller la chercher? Et Thierry Marx, comment elle s'est développée chez lui? Mais c'est la vertu des contraintes. J'aime beaucoup ça, la vertu des contraintes. Parce que dans la banlieue dans laquelle il est né, Thierry, c'était struggle for life. Et Thierry, lui, pour ne pas se faire casser la gueule, il fallait qu'il imagine à chaque fois une porte de sortie. 360 degrés. Et dans le livre, j'ai interviewé un type comme Jean-Marc Mormec, 6 fois champion du monde, quoi, la bestiace, le mec. Et en fait, il se faisait tabasser par son père. Et lui, son truc, c'était, si je veux avoir de l'oxygène, il faut que j'ai des échappatoires. Et quand il rentrait sur un ring, bam, il prenait le centre du ring, il fallait absolument qu'il prenne l'oxygène de l'autre. Donc, la vertu des contraintes, dans toutes les intelligences, dans toutes les actions de votre vie. Il m'est arrivé ça, enfant, et si c'était un atout? Comment je peux transformer ça? L'autre intelligence, logée dans le cerveau, c'est la naturaliste. Alors là, quand j'interviewe François Pinault, d'abord au départ, il me dit « Moi, je suis un taiseux ». Alors, aller interviewer un taiseux, je peux vous dire que ce n'est pas facile. Effectivement, il est vraiment taiseux. Il n'empêche, nonobstant, on passe 3 jours ensemble, et j'essaye de comprendre ces différentes intelligences. Et il y en a une qui est absolument sensationnelle, c'est que je lui dis « Mais François, comment est-ce que vous pouvez être le 3e collectionneur au monde d'art contemporain alors que vous venez d'un... J'ai rien contre les Bretons, hein, mais tout petit village de Bretagne, quoi. Une toute petite ferme. Et j'essaye de comprendre, on essaye de comprendre, parce qu'il joue le jeu. Donc on sait que l'art, c'est la visuelle spatiale, mais derrière, j'essaye de comprendre la pépite. Qu'est-ce qui l'a poussé là-dedans? Et pratiquement à la fin de notre entretien, il me dit « Christophe, ça y est, j'ai pigé le truc. » En fait, lorsqu'il était enfant, son père lui demandait de ranger les planches de bois parfaitement comme ça. Et il m'a dit « Je comprends. Dès que j'ai vu l'art minimaliste, ça m'a parlé tout de suite. Donc avant que cet art soit connu, il a fait tous les tableaux de Carl André, Donald Judd, etc. Et il explosait les compteurs. Il ne l'a pas oublié, je vais vous dire. D'abord, il embrasse les arbres 1 fois par semaine. Il est comme ça. Il me dit, moi, un chêne, ça tient le coup. Il a reboisé la forêt de Brocéliande. Il lui faut être constamment dans la nature. Donc ce tycoon, propriétaire de Château-Latour, propriétaire de Gucci, d'Yves Saint-Laurent, etc., il a bâti une partie de sa fortune en allant chercher une aptitude qui est l'aptitude naturaliste. L'intelligence rythmo-musicale, je vous en ai parlé. J'ai beaucoup insisté dans les ateliers ce matin. C'est l'intelligence du rythme, du son. C'est aussi l'intelligence des silences. Là aussi, c'est notre première intelligence. En sortant de la grotte, est-ce que j'entends les tam-tams? Amis, ennemis? Comment je communique? Est-ce que j'entends des animaux qui vont venir me bouffer? Et cette intelligence-là, en rendez-vous, elle est clé. Parce que tout est chez le client.
Tout est dans ce qu'il va dire, dans ses silences. Donc il faut apprendre l'écoute. Le rythme et la musique, c'est aussi la musique des mots, mais c'est l'écoute du client. C'est de rentrer dans la mélodie du client. Et c'est l'aptitude, à mes yeux, essentielle pour être un très bon commerçant. Apprendre l'écoute, s'appuyer sur cette intelligence-là. L'intelligence du temps. Alors ici, en Occident, on est dans un lointain passé, un lointain futur, on procrastine. L'intelligence du temps, vous avez eu un atelier, c'est l'intelligence du lâcher-prise. C'est l'intelligence du ici et du maintenant. C'est l'intelligence de comprendre la différence entre le temps perçu et le temps vécu. Alors c'est quoi cette différence entre le temps perçu et le temps vécu? Vous prenez deux couples, un qui a un peu plus de moyens que l'autre, ils vont aux Maldives, ils ne se connaissent pas. Le premier couple, ils ont pas mal de pognon, ils prennent un 5 étoiles avec daiquiri tous les jours, plongée, machin, on leur prépare devant le poisson, etc. L'autre couple est un peu moins bien loti, mais c'est quand même génial, ils font de la plongée. Le premier couple doit rentrer au bout d'une semaine, comme le deuxième d'ailleurs. Ils arrivent à l'aéroport, mais il n'y a pas les bagages. Ah putain, les bagages ont été oubliés à l'hôtel. Et puis en plus, l'avion a 2 heures de retard. Ils grimpent dans l'avion finalement, ils n'ont pas les bagages, mais bon. Et pendant le vol, c'est des cunimbes, ça secoue comme jamais. Ils arrivent à Orly, grève des douaniers. Ils font un dîner le lundi d'après, ils disent à leurs copains, écoutez, les Maldives, n'y allez jamais, c'est une catastrophe. On prend notre autre couple, qui a eu moins de daiquiri, moins de trucs, mais eux, ils rentrent peinards. Ils ont bronzé, etc. Ils disent à leurs amis, les Maldives, c'est comme ça. Pourquoi cette différence? Parce que notre cerveau ne retient que le temps perçu, les dernières minutes. Notre cerveau ne retient pas le moment vécu. Alors que c'est ça l'essence même, c'est de vivre le moment, de vivre les moments. Je vous ai parlé de Pinault quand je lui dis « Oh grand maître, c'est quoi ton secret ?» Il me dit « Moi, c'est ici et maintenant, et demain, c'est de l'espérance. » Je vous en reparlerai tout à l'heure dans le Telos et Scopos. Le secret du business, le secret de la réussite, c'est le lâcher-prise. C'est de comprendre que vous n'avez aucun contrôle sur les événements. Donc ce n'est pas la peine de se construire des châteaux en Espagne. Ça ne sert à rien, ça vous projette dans le futur, ça vous éloigne du présent, de votre ancrage. C'est ça l'intelligence du temps. Autre intelligence, l'intelligence existentielle, logée encore une fois dans le cerveau. C'est et Dieu dans tout ça, et le cosmos, et la mort. Que devient la planète? Quelle est l'existentialité des choses? Cette intelligence-là, par exemple, elle est très très forte chez Bertrand Piccard, président de Solar Impulse, qui a fait le tour du monde avec son avion solaire, que j'ai interviewé. Elle est très très forte chez Guillaume Néry. Guillaume Néry, champion du monde en apnée. Le mec, moins 135 mètres. Et pour pouvoir être totalement détaché dans l'ici, le maintenant, etc., il a acheté un tout petit fragment de météorite d'une pierre qui existait avant même la naissance de la Terre. Et avant de plonger à chaque fois où il risque la mort, il pense à ce fait qu'on est juste des poussières dans cette histoire de l'humanité. Et lui, il vit seconde après seconde. Gorgée de bière par gorgée de bière. L'avant-dernière, c'est l'intelligence relationnelle. Et je voudrais insister un petit peu dessus. On en a parlé dans les ateliers ce matin. Vous la comprenez, c'est comment je suis un relationnant. Donc on a essayé d'étudier comment il fallait être en posture avec ses clients, avec ses prospects, avec eux. Mais je voudrais insister sur 3 petits points qui font un petit peu mal. C'est un peu mon rôle. Je vends ma boîte il y a 6 ans, je prends un gros chèque, le roi n'est pas mon cousin, bam, j'ai l'ego qui revient. Je m'inscris à HEC pour être coach. Et je me dis, putain, ça va envoyer du bois, quoi. Je suis à HEC, je paye, machin, je suis dans les 20 dans la promo, je vais avoir des profs d'enfer. Et le premier prof qui arrive, qui est le patron du cursus, il dit, c'est celui qui dit qui est.
Je me suis dit, putain, j'ai quand même pas payé 15 000 € une formation pour m'entendre dire un truc de la cour de récréation. C'est la phrase la plus forte qui a jamais résonné en moi et résonné chez mes coachés. Chaque fois que vous vous adressez à quelqu'un ou quelqu'un s'adresse à vous, il est simplement dans la projection de ses propres problèmes. Donc quand vous avez quelqu'un qui dit « Mais putain, mais fais ci, mais fais ça, mais range ta chambre !» Le problème, ce n'est pas celui qui ne range pas la chambre. Le problème, c'est qu'est-ce que ça vient réveiller chez celui qui n'arrête pas de gueuler que la chambre n'est pas rangée. En d'autres termes, qu'est-ce que je vois de moi qui m'énerve chez l'autre? Donc la relation à l'autre, c'est tout le contraire de ce qu'on pense. C'est quelque part de se dire, discrètement ou dans la tête, merci de me confronter à ce que je n'ai pas encore réglé chez moi. Merci de me confronter à ça. Et j'en arrive au deuxième point. C'est la différence entre échange et discussion. Je tendais l'oreille hier. J'ai entendu qu'un seul truc, moi. C'est discuter, 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 discuter. Mais dans discussion, il y a 10. C'est un préfixe séparatif. Discuter, c'est vouloir convaincre l'autre. Si je veux convaincre l'autre, c'est que je ne suis pas convaincu moi-même. Moi, vous pouvez me dire, écoutez, votre conférence, elle est nulle. J'accueille. Je sais qu'elle ne l'est pas, je suis en accord avec moi. Mais vous êtes en droit de le penser. Ça, c'est de l'échange. Et pas de la discussion. Je ne vais pas essayer de vous convaincre, si, vous êtes 10 fois plus intelligent, mais je vous en prie, allez-y, mais foncez. Non. C'est votre chemin, c'est mon chemin. Moi, je suis réglé par rapport à ça. Donc, ce qui est très important dans l'intelligence relationnelle, c'est de comprendre qu'à chaque fois, la vie va vous envoyer comme des gens qui vont venir réveiller vos propres problèmes. Et HEC, justement, on m'a dit, mais Christophe, il y a un cloud qui relie les gens. Vous voyez, j'ai des coachés qui me disent, Christophe, je suis un pervers manipulateur. Mais c'est pas écrit sur le front du mec, je suis un pervers manipulateur, et où viens me manipuler. C'est qu'il y a les cerveaux qui sont connectés comme ça. Parce qu'il y a des gens qui sentent ce qui se passe. C'est inconscient, c'est impalpable. Donc, par exemple, si vous avez un souci sur le problème du détail ou de la précision horaire, vous pouvez être sûr que votre client va vous faire chier là-dessus, parce qu'il va le sentir. Et il faudra dire, ok, monsieur le client, merci de me confronter à ces propres problèmes que j'ai, pourquoi est-ce que je tiens absolument à être tout le temps à l'heure? Et c'est là qu'on lâche prise. C'est en réglant tous ces réflexes, ces comportements, ces névroses qu'on a depuis l'enfance et qu'on ne regarde plus. Apprenez à échanger. Échanger, c'est, vous êtes en droit de penser ce que vous pensez, je vais vous écouter, je vais vous respecter, je ne vais peut-être pas restituer tout de suite, mais moi aussi, à mon tour, je vais vous dire ce que je pense, et on va voir comment ça avance. Et quand vous n'essayez pas de convaincre l'autre, ça libère un espace énergétique. L'autre, il est à l'écoute. Et je vais vous donner un exemple historique par rapport à ça. Vous êtes trop jeune là, mais c'est les accords de Camp David. Jimmy Carter, président de la République aux États-Unis, se dit « Putain, avant mon dernier mandat, il faut que j'ai fait un méga coup. Le méga coup, je veux la paix entre Israël et l'Égypte. Coûte que coûte. » Il appelle les mecs d'Harvard, il dit « Rien à foutre, vous m'inventez un truc, quoi. Ça ne peut plus durer. » Et les mecs d'Harvard, ils imaginent un protocole d'échange et pas de discussion. Ils interdisent toute discussion. C'est pour ça que ça a duré 2 ans. Mais malgré je ne sais combien d'assassinats à droite ou à gauche ou de changement de président de la République, 40 ans après, les accords sont toujours d'actualité. Il y a comme ça que ça tient un accord. C'est quand on a échangé et pas quand on a discuté. Donc à chaque fois que vous verrez quelqu'un qui viendra réveiller chez vous quelque chose, l'idée c'est de dire « Merci. Merci de m'amener à ça. » Et pas d'en vouloir à l'autre. Et le dernier focus que je voudrais faire sur l'intelligence relationnelle, c'est et si on a inversé le sens de la transmission? Et si on écoutait nos enfants nous dire « Mais tu reviens de l'école, mais dis-moi, apprends-moi ce que tu as appris. » Et si on arrêtait de transmettre inconsciemment des dictats que nos parents nous-mêmes nous ont
à une certaine époque transmis, puis nos arrière-grands-parents, etc. Et parce que je serai chef, donc je vais donner des ordres. Et si on a inversé ça, et si devant le client, on était à l'écoute du client, au lieu d'essayer de lui fourguer son tableur machin ou sa compta, mais oui, monsieur le client, explique-moi comment tu fonctionnes. Apprends-moi. Moi, j'ai la garde de mes 2 enfants, Joséphine, 12 ans, Oscar, 14 ans. Tous les soirs, je dis, qu'est-ce que vous avez appris? Apprenez-moi. Moi, je ne sais rien, moi. Apprenez-moi les choses. Ouvrez votre espace. Et si vous voulez choper des clients, là, c'est la seule attitude possible. C'est, voilà, je viens vous respecter. Apprenez-moi, monsieur le client. Expliquez-moi votre métier. Quelle est votre problématique? Combien de fois j'écris un livre en ce moment pour Cabex, vos confrères, on a fait des interviews, mais combien de fois j'ai vu des gens qui arrivent dans une posture de « Ah non, c'est comme ci, c'est comme ça, je viens une fois par an, voilà la boîte, machin, etc. Salut !» Ça ne peut pas marcher. Vous êtes dans la boîte, vous êtes dans la place avec l'entrepreneur, vous avez donné le coup de pied qu'il fallait pour entrer dans la forteresse, c'est là que tout commence. Et notamment comprendre comment fonctionne le client. La dernière intelligence, c'est l'intelligence. Qui suis-je? Qui êtes-vous? Quelle est la personne, encore une fois, la plus importante au monde pour chacun d'entre vous? Vous l'avez compris maintenant, ce n'est autre que chacun d'entre vous. Et je me rends compte, au fur de mes années de coaching et des interviews que je fais, que cette intelligence-là, qui suis-je, c'est l'intelligence la plus importante, c'est, si je me compare à un arbre, c'est pour ça que j'ai pris cette image, c'est la racine principale. Et les 9 autres intelligences viennent concourir à nourrir cette racine-là et à vous ancrer. En d'autres termes, si vous tenez que par une seule intelligence, mais vous basculez comme ça, quoi, vous flottez. Et l'idée dans la vie, justement, c'est d'arrimer, quoi, c'est dire, ok, j'accueille, ok, il y a une mauvaise nouvelle, ok, la vertu des contraintes, ok, qu'est-ce qu'on m'envoie? Qu'est-ce qu'on m'envoie comme message? Et pour aller un peu plus loin, dans les 150 interviewés que j'ai fait dans ce livre, ils étaient exactement dans cette posture-là. Il leur était arrivé des trucs complètement dingues, et on se rendait compte qu'ils avaient été s'appuyer sur d'autres intelligences que celles qu'on leur prêtait, ou que celles que le marché leur prêtait, ou la réussite leur prêtait. Vous prenez... J'étais voir Guy Degraine. Il est mort, malheureusement. J'étais voir sa famille, parce que vous connaissez la pub. C'est aujourd'hui le premier, il était dernier de la classe. Ben ouais. C'était le dernier de la classe, mais il faisait des dessins. Il avait une intelligence spatiale incroyable. Cette intelligence spatiale a fait qu'il a été récupéré des vieux tanks de la guerre, qu'il a transformé tout ça en machinerie. Et l'autre chose très importante que je voulais partager avec vous, c'est que chaque fois que ces personnalités ont développé un minimum de 6 intelligences, pas 5, pas 4, pas 3, c'était devenu des champions de leur vie. Alors qu'est-ce que vous attendez pour aller les chercher? Des champions de leur vie, 6 intelligences. Certains en ont 8, 9, 10, comme Steve Jobs qui en avait 10, Pinot qui en a 9, Rafa qui en a 9, Joko qui en a 9, Fabien Galtier en a 7, Mélina Robert-Michon en a 7, Maud Fontenoy en a 7, le meilleur poissonnier de France, il en a 8. Elles sont en vous. C'est le cadeau de la nature, quoi. Ça vous permet d'être dans la disponibilité. À partir du moment où votre client en face de vous, votre chéri, votre enfant, vous dites, mais après tout, il est peut-être pas bon en maths, mais il est peut-être intelligent dans plein d'autres domaines. Mais là, vous êtes dans la disponibilité vis-à-vis de l'autre. Vous n'êtes plus dans l'ego, dans le diktat. Vous êtes à l'écoute de l'autre. Parce qu'en France, c'est les cases, quoi. Encore une fois, où on est bon en maths, où on est nul. Mais non. Moi, j'ai interviewé Claude Lelouch. Claude, qu'est-ce qu'il dit? La culture du « et ». La culture du « et ». Claude Lelouch, il dit, il vaut bien mieux être moyen partout. J'ai 83 ans, il dit, j'ai jamais vu un extrême heureux. Ni un type très riche, ni un type très pauvre. Il faut être moyen partout, dit Claude. Et il a totalement raison. La culture du « et ».
Qu'est-ce qui vous empêche d'être bon? Et là, et là, et là. Et pas là ou là. La culture du « et ». J'ai observé aussi que ces gens-là étaient dans le lâcher-prise, dans l'ancrage. Et je vous ai promis de vous parler du télos et du scopos. Parce que vous avez fait, pour certains d'entre vous, le cursus de lâcher-prise ce matin. Et dans le lâcher-prise, il y a la métaphore du tir à l'arc. Alors je vais essayer de vous expliquer. J'espère que le message pourrait bien passer. Si je veux tirer à l'arc, j'ai une cible qu'on va appeler le scopos, le scope. Et si je veux tirer à l'arc, j'ai une manière de tirer à l'arc. C'est-à-dire j'ai mon bassin, mes pieds, mon souffle, l'arc et les flèches, bien sûr. Je suis dans mon télos. Avant de conquérir un client, vous êtes dans votre télos, le client, c'est le scopos. Sauf qu'on tire à l'arc. Si vous voulez mettre dans la cible, ben vous êtes déséquilibré, parce que vous êtes déjà dans une action future, donc vous n'avez pas le résultat. Donc vous n'êtes ni dans le scopos, ni dans le télos. Et j'ai interviewé pour ça, dans le livre, un de vos voisins, Lionel Torres, champion du monde de tir à l'arc, qui est coach aussi. Donc on a échangé avec Lionel, je lui ai dit, explique-moi un peu. Il me dit, m'en parle pas. J'étais champion du monde de tir à l'arc, donc le roi n'était pas mon cousin. Je suis en train de m'entraîner, là, à Toulouse, lâche des flèches, et il y a un maître japonais qui arrive. C'est un petit milieu, hein, ils se connaissent tous. Donc le maître japonais est là, en disant, Lionel, est-ce que je peux emprunter ton arc et ta flèche? Lionel dit, mais je vous en prie, grand maître, prenez l'arc et la flèche. Donc le grand maître japonais, il est dans son télos, il regarde le scopos, mais il est là. Il est dans son style. Même s'il ne met pas l'épaule comme ça, on s'en fout. Il est dans son style. Nietzsche appelle ça le grand style. Écoutez la petite vidéo de Luc Ferry là-dessus, sur le grand style de Nietzsche, sur YouTube, qui est juste formidable. Il est dans son grand style. Grand ne voulant pas dire grandiloquent, hein, ce n'est pas du qualitatif ni du quantitatif. Il est là, il est là, il est là, il est là. Chac! Il lâche la flèche. Il rate la cible. Qu'est-ce qu'il fait, Lionel Torres? Il dit, mais grand maître, vous avez raté. Et le grand maître lui dit, mais Lionel, qui te dit que je visais la cible? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que moi, quand je sors mon livre, si je veux qu'il cartonne, il ne cartonne pas. Si je me dis, dans ton télos, Christophe, pourquoi tu as écrit ce livre? Et pourquoi je me sens mal à 2 jours du lancement du livre avec les champions que j'ai interviewés sur les champs, etc. Parce que je ne suis pas bien. Et ça a dû vous arriver. Et j'appelle mon superviseur coach qui me dit « Ok, Christophe, parle-moi. » Donc je lui explique, etc. Je ne me sens pas bien. Et mon coach, mon superviseur, m'a dit « Mais en fait, tu l'as écrit pour qui, ce livre ?» Et le titre, c'est « Papa, je suis 10 fois plus intelligent que tu l'imaginais. Paix à son âme. » Là, je suis dans ma vérité, je suis dans ma justesse, je suis dans mon télos. Donc je lâche prise par rapport au scopos. Et ça cartonne. Vous voulez choper un client, mais ok, c'est la cible. Mais si vous êtes tout le temps en train de vouloir choper le client, vous ne le chopez pas, le client. Vous êtes dans le scopos. Et tout le chemin de la vie, quand je vous ai dit, échangez, remettez-vous en cause quand les autres vous... C'est ça le télos, c'est ce qu'on appelle le chemin. C'est d'être sur son chemin et d'accueillir jour après jour ce qui vous arrive. En vous disant, ok, je sais éventuellement où je veux aller, mais je n'ai pas le contrôle. Et le problème en France, c'est qu'on veut toujours atteindre le but avant même de comprendre ce qui se passe. Et réfléchissez maintenant. Souvenez-vous des affaires que vous avez gagnées alors que vous y attendiez le moins. Moi, quand j'étais entrepreneur, ça se passait toujours comme ça. Des clients qui m'appelaient 6 mois après en disant « Ok, on a signé le devis. » Quoi ? J'avais totalement lâché prise. C'est ça le lâcher prise. C'est de travailler sur son télos. En s'accueillant. Le télos, ça veut dire que je suis capable de ramasser 50 € par terre et rien dire à personne. Si je suis en conscience. Le tout, c'est d'être en conscience de ce qui vous meut. C'est pas le truc parfait, c'est de comprendre qui vous êtes. À partir de là, vous pouvez avancer dans la vie, et là, vous atteignez les buts. C'est jamais l'inverse.
Comment aller chercher ces intelligences multiples? Je n'aime pas ce chapitre-là, mais mon éditeur m'a emmerdé là-dessus. Donc, parce que le coach que je suis ne donne pas de conseils. C'est interdit par la profession. Donc je vais vous soumettre 4 pistes qui ont fonctionné avec moi. Il n'est pas dit que ça fonctionne avec vous, ou qui ont fonctionné avec des gens que je connais. Donc, je fais cette précaution oratoire. Allez chercher les drivers de l'enfance. Je suis très copain avec le vice-président de Valtus. Valtus, c'est une société qui présente des managers de transition à des entreprises qui cherchent des managers de transition. Et lui, avant d'arriver vice-président de Valtus, il était à HEC et il venait d'une famille pauvre, pas très loin d'ici. Mais ayant fait HEC, étant sorti major en plus, le roi n'était pas son cousin. Jean-Marie Messier passe par là, l'embarque dans une de ses boîtes. Alors là, carrément, c'était devenu le dieu, il parlait même plus à ses potes. Bien évidemment, Jean-Marie Messier se casse la gueule, et voilà notre copain qui se retrouve viré et qui n'a plus rien. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, je vais retourner chez moi, chez les parents, et j'essaie de me souvenir où est-ce que j'étais bon enfant. Il arrive dans sa piole, il ouvre un tiroir, et il voit plein de figurines Panini. Il avait oublié qu'il collectionnait les Panini. Et il me dit, putain, je me remets dans la situation. En fait, comme je n'avais pas beaucoup de pognon, moi je prenais les remplaçants, tandis que les autres se jetaient sur Platini, Zidane, mais il fallait bien les remplaçants pour finir la collection. Donc il me dit, j'étais devenu le roi de la cour de récréation. Tout le monde avait besoin de moi. Et il se dit, en fait, j'étais un relationnant. Je mettais en relation des gens avec les autres. Il a rejoint Valtus et il cartonne. C'est ça les drivers de l'enfance. C'est ce qu'avait Fabienne enfance avec son côté intelligence spatiale. C'est en vous. Vous étiez bon enfant, il y avait plein de choses que vous aimiez faire. Allez les chercher. La deuxième, c'est regardez-vous agir. On en a parlé ce matin aux ateliers, c'était très très bien d'ailleurs les réactions que vous avez eues. Faire la cuisine, c'est mettre plein d'intelligence en jeu. L'intelligence naturaliste, je ne choisis pas n'importe quel produit. L'intelligence du temps, j'ai quand même fait un minimum pour les pâtes ou les œufs. Okay. L'intelligence relationnelle, j'invite. L'intelligence spatiale, que sais-je? C'est-à-dire vous avez l'impression d'accomplir des tâches toutes connes ou toutes... Et en fait, elle manie plein d'intelligence, ces tâches. Prenez-en conscience, envoyez cette information au cerveau, que vous êtes beaucoup plus que vous ne le pensez. Cette troisième piste, elle est très personnelle. Et je l'ai vu chez pas mal de coachés, c'est comprendre d'où on vient. Moi, je suis un grand fan de l'énergie transgénérationnelle. Je suis un grand fan des constellations familiales, des influences des dates de naissance, des influences des prénoms, des non-dits, des enfants cachés, des pères qui ne sont pas des pères, etc., etc. Et tout ça, ça se traduit par une énergie. C'est incontestable. Et à HEC, par exemple, on avait un prof, major de Polytechnique, qui a tout envoyé bazarder et qui est devenu le père des constellations familiales. Il s'appelle Jacques Tancé. Jacques, il serait là, il vous ferait une constellation familiale, il y en a qui seraient en train de vomir, etc. Je peux vous dire, c'est très puissant. Ben oui, parce qu'il vous fait prendre le rôle de certains cousins, oncles, machins, neveux, etc., qui ont un rôle dans la famille. Ce qu'on ne veut pas voir, encore une fois. Combien j'ai de coachés, moi, qui portent des doubles prénoms, qui se sentent pas bien dans leur peau parce que le père voulait un fils. Là, j'ai une coachée vietnamienne, elle est au bord du suicide, la nana, parce que le père vietnamien a tellement mis d'énergie à devenir français qu'il a dit « tu parleras plus jamais vietnamien ». Et elle en souffre, la nana. Bref, revenons à quelque chose de positif. Moi, j'étais dérangé par le bruit. Je suis saxophoniste de jazz, mais en fait, je faisais du bruit. Et quand vous klaxonniez derrière moi, quand vous laissiez tomber une fourchette, une cuillère, je sursautais. Et je ne comprenais pas. J'avais une écoute, mais ce n'était pas ce que je souhaitais. Donc je vais voir Jacques Tancé, et Jacques, il me prend comme ça dans ses bras, il est vachement costaud.
Je dis, ah ouais. Et il me dit, Christophe, qu'est-ce qu'ils faisaient tes deux grands-pères en 14-18 ? Putain, ça m'était totalement sorti de la tête. Je dis, écoute Jacques, les deux, ils étaient dans les tranchées, ouais. Et il dit, tu vois, ce que je ressens là, c'est qu'ils se prenaient des bombes sur la gueule toute la journée. Et pour toi, le bruit égale danger de mort. Et ils te l'ont transmis, ça. Ils te l'ont transmis en phénotype. Ça a été une prise de conscience instantanée. Je suis rentré chez moi à pied, le bruit ne me dérange plus, mon écoute n'est plus la même, je joue plus de la musique de la même manière, et vous pouvez faire le bruit que vous voulez, je ne sursauterai plus jamais. Des exemples comme ça, j'en ai 10 000 à vous raconter, sur l'influence de la transgénéralité, l'influence des parents. Parce que moi, j'ai des coachés qui viennent me voir en disant « Vous savez, Christophe, moi je suis libre, hein !» Ah bon, pourquoi ? Ben parce que mon père voulait que je sois ingénieur, je suis devenu artiste. Je dis « Ah ouais, et elle est où la liberté, là ? Vous avez fait un 180 par rapport à... » Ah oui, c'est vrai. Parce qu'on est toujours influencé par nos parents, dans nos études, dans ce qu'on fait. Mais qu'est-ce qu'on aime vraiment faire ? Où est-ce que vous êtes heureux ? Le dernier exemple, c'est retourner à la nature. J'ai quelqu'un qui va voir ces paroles-là en face de moi. Tout nous entoure, la nature est là. Qu'est-ce qu'on attend pour regarder le microcosmos ? Qu'est-ce qu'on attend pour recomprendre les équilibres ? Mais même d'ailleurs dans votre métier d'expert comptable, tout ce qui va être nature, environnement, mais c'est un marché tellement dingue. C'est à vous de mettre les normes là-dedans. C'est à vous de foncer là-dedans. Il y a un marché incroyable. C'est là où vous avez l'ancrage. C'est de comprendre que le Shinkansen, ce train au Japon, est directement issu du profil du nez d'un oiseau. Et je ne vous parle même pas des post-it sur les gommes ou des choses comme ça. On oublie maintenant de regarder la nature, on est happé par nos smartphones. Retrouvez la nature. Alors pourquoi vous voyez un grand koudou et un acacia ? J'adore cet exemple, parce qu'il y en a des millions dans la nature. C'est juste pour remettre un peu en perspective ce que la nature est capable d'inventer et ce que nous ne sommes pas capables d'inventer. Je vais vous faire un résumé de millions d'années, grosso modo. Les koudous, ils bouffaient les acacias. Les fleurs d'acacia, c'est des épines. Alors les acacias se sont réunis. Bien évidemment, c'est pas passé comme ça, vous comprenez. Mais ils se sont dit, si on continue à se faire bouffer, on va crever. Et là, il y a un chef acacia qui dit, attends, moi j'ai une idée, on va dégager un poison au bout de 5 minutes. Ok, tout le monde décide de dégager un poison au bout de 5 minutes. Ce que je vous dis est véridique. Hein. Les koudous arrivent, ils commencent à les mâcher, et les koudous crèvent, parce qu'ils sont empoisonnés. Ah, les koudous qui se réunissent, qui disent, si on ne trouve pas une parade, là on est mort. Et il y a un koudou un peu moins con qui dit, attendez, moi j'ai vu un truc quand même, c'est que si je mâche 2 minutes là, puis 3 minutes là, puis 4 minutes là, je suis nickel. C'est ce qu'ils font. Les acacias se réunissent en disant, mais attends, il y a un truc, ça continue comme ça, on va dans le mur. Il y a un mec acacia, donc ça c'est contemporain, qui dit, et si on communiquait par les racines ? Donc dès que moi je commence à être becté, je t'envoie l'information, et comme ça, quand il viendra, c'est le koudou qui crèvera. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment au Kenya et en Tanzanie. La nature invente. Mais on oublie de regarder ça. En plus, vous travaillez dans un milieu essentiellement agricole. Intéressez-vous au cycle de vos clients, à ce qu'ils font, dans quoi ils bossent, quoi. Parce que c'est une intelligence. Moi, je me souviens de mon premier stage. J'étais chez un paysan, je le vois sortir à 11h du soir avec son tracteur pour aller semer. Je dis, mais tu vas où ? Il dit, mais je vais semer. Je dis, mais pourquoi tu vas semer à 11h du soir ? Parce que c'est la pleine lune ascendante. T'as pas appris ça dans ton école, qu'on avait 15% de rendement en plus ? Eh ben non, mais pas appris ça dans mon école, quoi. Si vous vous intéressez à la nature, si vous vous intéressez au métier de son client, de votre client, mais vous allez cartonner. Parce que ça fourmille d'intelligence, l'agriculture, l'agronomie. Ça fourmille d'intelligence. C'est beaucoup plus intéressant que d'aller bosser pour moi, à mes yeux, dans des industries. Parce que c'est là que tout se joue, quoi. Puis c'est les défis de demain.
C'est les engrais, c'est tout ça. Ce sont les défis de demain, quoi. Vous pouvez contribuer à tout ça, puisque ce sont vos clients. Je trouve ça juste fantastique. Vous pouvez faire du lobbying, vous pouvez aller à Bruxelles, essayer d'inventer des normes, vous pouvez bosser là-dessus. La vertu des contraintes, quoi. En conclusion, vous avez compris qu'être 10 fois plus intelligent que vous l'imaginez, c'était être dans le jeu, J-E, plutôt que dans le jeu, J-E-U. Je vous remercie pour votre attention. Alors, on a tellement de choses à retenir de ces 2 jours. C'est la fin des universités. Je voudrais que toute l'équipe qui a préparé ces beaux ateliers me rejoigne et que vous les applaudissiez très fort. Isabelle, Chantal, Pierre, Isabelle, Françoise, Magali, Stéphanie, Marie, Alain. Bon, il y a plus de filles que de gars, hein, mais bon. Hein? Ouais, ils sont super parce que les idées, il faut qu'elles viennent. Et effectivement, il y a des séances de brainstorming où on se permet tout et puis voilà. Et puis je crois qu'on ose retenir des choses qui sont un peu folles. Je me souviens de la grande discussion pour la photo. J'espère que vous l'avez aimée. Voilà, parce que est-ce que c'est assez sérieux pour nous, quoi, hein, finalement. Voilà. Et on a estimé qu'elle nous ressemblait parce qu'on ose. Voilà. Ben, c'est tout. J'espère que... Hein? Comment? Un bon week-end. J'espère que vous avez apprécié ces 2 jours. Merci, vraiment, toute l'équipe. Parce que vous êtes... Moi, j'ai rien fait. Voilà. Hein? C'est vraiment eux. Bon week-end. Hein? Bonne retraite. Attention à vous. Voilà. Lâcher prise, hein, voilà. Bravo, et bravo Magali, Stéphanie, un grand travail. Elles ont fait un grand travail. Merci.